Salutations chers disciples d'Avan, et bienvenue dans notre 52e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Dragon Père et Fils à l'attaque a été diffusé le 9 octobre 2021, et marque le début de la coopération entre Dai et son père pour mener un assaut contre Vern. Il adapte les événements du début du chapitre 185 jusqu'à la moitié du 187e, et il s'en est fallu de peu, mais nous sommes encore dans le 20e tome du manga. Cet épisode a été réalisé par Shigeya Azuki, qui s'était déjà occupé de l'épisode 42 et du deuxième ending. Il a eu la chance de collaborer avec Yuta Tanaka qui lui offre un storyboard toujours aussi efficace. C'est la toute première fois qu'il réalise le storyboard sans toucher à la réalisation, comme il avait pu le faire sur les excellents épisodes 19 et 32 par exemple. Son travail sur la série Tropical Rouge Précure en tant que réalisateur sur l'excellent épisode 29 a dû lui prendre énormément d'énergie. Il a donc préféré laisser la réalisation à quelqu'un d'autre. La direction de l'animation a été confiée à Kaori Saito, une nouvelle venue sur la série. Elle occupait ce poste sur Gundam Iron Blooded Orphans, Carol and Tuesday, Yokai Watch ou encore les dernières saisons d'Inazuma Eleven. Pour la supervision de l'animation, le roulement continue et c'est Kozue Komatsu qui s'en charge. Après cette partie de staff plutôt légère, il est enfin temps d'analyser ce 52e épisode, et nous verrons ensemble qu'il a réussi à adapter avec beaucoup de justesse plusieurs passages marquants du manga. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Baran annonce son intention de collaborer avec Dai pour mener un assaut sur le quartier général de l'armée du mal. On commence ainsi avec une reprise à l'identique d'une case de pop qui se disait que cela serait le duo le plus puissant de la Terre. Et pour une fois, le fond noir cher au style de Koji Inada est repris dans cette adaptation. Plusieurs scènes inédites au manga vont alors nous être proposées. Tout d'abord, Leona demande à Baran pourquoi il souhaite les aider, et Crocodile demande à la troupe de soigner Yunkel avant de débuter la conversation. Nous avons également le droit à un plan sur Amy découvrant l'état de Yunkel, puis à une scène dans laquelle elle s'occupe de lui dans une chambre, ce qui n'est pas présent dans l'œuvre d'origine. On a ainsi droit à un plan absolument superbe dans lequel elle regarde avec insistance la lance du BG immortel. Ces quelques secondes vont permettre de fluidifier le récit lors de cet épisode. Enfin, nous pouvons assister à la préparation de l'équipe avant de passer à l'action. Leona coordonne ainsi ses troupes et fait honneur à son statut lors de cette scène. Certains pourront peut-être être surpris par le fait que la princesse parle directement à Baran et lui demande s'il a besoin de quelque chose, là où dans le manga cette interaction n'existe pas. De plus, le chevalier dragon moustachu continue de parler à son fils en l'appelant Dino, ce qui est également étonnant vu du dialogue qui va suivre. On voit que Dai a bien du mal à faire confiance à son père, c'est normal vu le passif entre ces deux chevaliers dragons, avec ce qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps. Le soleil se lève et nous avons enfin droit à l'adaptation de la scène iconique dans laquelle le père et le fils sont dos à dos. Nous avions d'ailleurs déjà pu avoir un aperçu dans l'ancienne introduction. Le reste de l'équipe les observe de loin et est un peu perdu devant cette association. Mam souligne que la description qu'on lui avait faite de Baran est différente de celle qu'on peut voir. Dans le manga, un fond particulier avait été utilisé derrière elle, comme pour marquer son ressenti, là où l'épisode accompagne les paroles de la Budoka avec des plans sur Baran. C'est la première fois que la jeune femme rencontre le père de Dai, étant donné qu'elle était partie de la troupe lors de leur première confrontation. On lui avait fait part de sa brutalité, elle voit au contraire de la sérénité dans cette figure paternelle. Crocodile explique alors à la jeune fille que c'est le sacrifice de Yunkel qui a permis de dissiper la rancœur de Baran, même si ça ne peut être qu'un prétexte pour accepter de livrer bataille auprès de son fils. De son côté, Amy semble soulagée que l'immortel intellectuel soit trop faible pour continuer le combat. Le manga nous accompagnait d'une case avec un superbe Yunkel qui prenait un repos bien mérité. Qu'est-ce qu'il est énervant quand même. Même quand il dort à point fermé, il a la classe ce BG. Baran est le premier qui cassera le silence, en précisant qu'il ne se battra aux côtés de son fils que jusqu'à l'élimination de Vern, mais qu'il redeviendra un adversaire après avoir atteint cet objectif. Dai de son côté conserve son mutisme d'ado prépubère face à l'autorité parentale, et dans l'œuvre de base, une case sous fond noir nous présentait le jeune garçon qui semblait bien pensif quant à la situation. À la grande surprise du moustachu, Dai demande à son père comment était sa mère. À sa seule évocation, le regard de Baran s'emplit de douceur, et l'équipe a fait un formidable travail pour nous transmettre ses émotions. Même si le chevalier dragon fait tout pour cacher ses émotions, ses yeux le trahissent. La planche d'origine nous présentait Sohara dans le ciel, tandis qu'il parlait d'elle comme un halo qui rayonnait et réchauffait le cœur de tous ceux qui étaient auprès d'elle. L'épisode a repris cette direction et nous offre une magnifique représentation de la mère de Dai. Le dessin est vraiment sublime et ravira sans aucun doute les fans de la première heure. Baran confesse à son fils qu'il ne pourra jamais aimer une personne autant qu'il a pu aimer sa mère. Alors que Dai quitte les lieux en s'envolant pour se diriger vers les mortes terres, Baran le regarde avec tendresse. Jamais le chevalier n'aimera autant quelqu'un d'autre que Sohara, à part peut-être son fils, mais cela,
il ne le dira évidemment à personne. La musique est douce et accompagne les paroles de Baran avec beaucoup de justesse. Cette scène est importante car elle permet d'explorer le cœur du Chevalier Dragon, et c'est sans nul doute une des grandes réussites de cet épisode. Dans le manga, une page entière était dédiée au départ de ce duo incroyable, tandis que le reste de l'équipe les regardait partir au loin. Une des réflexions de Leona a été supprimée ici, dans laquelle elle disait qu'elle était sûre que la mère de Dai serait très heureuse de ce spectacle depuis le paradis. Merle de son côté semble toutefois moins optimiste, et a peur que ces deux puissances combinées ne fassent rien d'autre que d'appeler une force encore plus terrifiante. Pop tente de la rassurer en posant sa main sur son épaule, et la réaction de Merle n'a malheureusement pas été traduite avec exactitude. En effet, dans le manga, on pouvait voir son visage assez surpris tandis que le jeune garçon la touchait, et elle en rougissait, ce qui est moins visible ici. Le jeune magicien demande à la princesse de bien s'occuper de Yunkel et du reste des blessés, et il paraît transcender en devenant en un instant un leader naturel sans même s'en apercevoir. Le visage de Pop est confiant, et loin derrière ce qu'on avait pu connaître. Ce faciès est encore plus marqué dans l'œuvre d'origine, et on peut voir à quel point le personnage a évolué depuis le début de l'aventure. Pop, Mam et Crocodile se téléportent vers les mortes terres à leur tour, et ils finissent d'ailleurs par rattraper Dai et Baran dans les airs. Dans le manga, Tobirua ne disposait pas toujours d'un effet d'aura, et cette adaptation permet de donner plus de punch lors des déplacements aériens. Alors que la princesse Leona voit au loin la coterie qui s'aventure vers le combat final, elle se dit que si ce duo n'arrive pas à venir à bout de Vern, alors tout sera perdu. De son côté, Nova admet qu'il n'a pas le niveau pour continuer, et sera bien plus utile en constituant l'armée de soutien. Quant à Merle, elle se sent faible et inutile, mais prie pour que le dieu dragon protège les courageux guerriers. La jeune voyante a souvent la sensation de ne pas assez aider la coterie, et nous pourrons voir ensemble que cela sera important dans la suite de l'aventure. Nos amis débarquent donc sur les mortes terres, et on a parfois l'impression sur certains plans que le roi des carnassiers n'est pas aussi massif qu'il devrait être. On est loin de l'épisode 9, dans lequel il semblait absolument énorme. Alors qu'ils sont en plein territoire ennemi, le jeune magicien commence à regarder Mam avec insistance et sous toutes les coutures. Évidemment, le magicien se concentre sur les parties les plus charnues de la jeune femme. Dans le manga, on pouvait voir un focus sur les formes généreuses du corps de la jeune femme de profil. Le jeune magicien finit par appuyer sur son postérieur, et Gomé finit par sortir des vêtements de la jeune femme. Sacré Gomé, la créature s'était encore glissée dans la tenue de Mam pendant que la Budoka avait le dos tourné. Crocodile est impressionné par l'œil de lynx de Pop, et celui-ci confie que les fesses de Mam étaient plus grosses que d'habitude. Dans l'œuvre de base, il disait aussi qu'il était spécialiste des seins et des fesses de Mam. Évidemment, la sanction est immédiate, et Mam lui fout une grosse mandale. C'est une scène très réussie de l'épisode, dans laquelle les points de vie de Pop sont affichés, avec une interface identique au Dragon Quest canonique. Un énorme clin d'œil qui fera craquer les fans du RPG. On a même le droit au niveau de Pop, qui est maintenant à 34. D'ailleurs, d'après le Perfect Book sorti après la fin de la publication du manga, l'ouvrage nous apprenait que le magicien était au niveau 40. Serait-ce une erreur de l'équipe d'animation? Enfin bref, le roi des carnassiers est bien amusé par la situation, et se dit que si le duo venait à se marier, il sait qui portera la culotte. Et les échanges fusent de tous les côtés encore entre le petit couple. D'ailleurs, une des cases a bien été reprise tandis que Mam hurle sur Pop, et l'animateur s'est fait plaisir en rajoutant de la morve. On sent bien que la patte d'Inada a été respectée. Le style du dessinateur l'est également quand Crocodile plaisante, et qu'il envisage de se trouver une petite femme après le combat final. Ainsi, les effets de la planche autour de son rire ont été repris pour notre plus grand plaisir. Il n'y a pourtant pas de quoi s'amuser, étant donné que la garde d'Adlar débarque. Pourtant elle ne semble pas complète. Dans le manga, la reine était beaucoup plus mise en avant que les autres pièces, quand il débarquait avec une case dédiée. Cette direction a été modifiée, probablement pour ne pas donner plus d'importance par rapport aux autres. Du côté du duo des Chevaliers Dragons, il se dirige vers la porte qui avait été trouvée par l'équipe de Chiu. Dans le manga, le plongeon vers ces eaux ténébreuses signait la fin du chapitre 185, et on pouvait y voir l'ombre de Vern derrière le jeune garçon, comme pour symboliser son danger. Et on ne peut pas non plus résister à l'envie de vous montrer la double page qui introduisait le chapitre suivant, avec les deux combattants posant fièrement avec leurs épées respectives. Dai entend la voix de son père résonner dans sa tête, et celui-ci lui explique qu'il peut le contacter par onde psychique, grâce à la résonance de leurs signes. Cette explication n'apparaît pas du tout dans le manga, et même si on pouvait s'en douter, elle est la bienvenue. De retour sur les mortes terres, le face-à-face entre la garde et la coterie va enfin pouvoir débuter. Et nos héros sont surpris de voir Albinas comme neuve, après l'attaque de notre BG toujours aussi immortel. Im débute alors les hostilités à coups de parole, mais Pop a envie d'en découdre pour venger l'agression de Chiu. Il demande expressément à voir Fenbren pour lui flanquer une sévère correction. Mais celui-ci à la grande stupeur de la garde n'est pas présent, seul son insigne gît au sol. Vern de son côté est toujours en pleine dégustation du millésime du mal devant sa table d'échecs, et est visiblement doté de la compétence omnipotence, car il sait que Fenbren fait son sigma. Oui, il fait cavalier seul.
Fallait bien qu'on la place celle-là, cette pièce d'échec. Enfin bref, le fou se retrouve devant les chevaliers dragons père et fils pour garder la grande porte du Vern Palace. Mais surtout pour laver l'affront que Baran lui a infligé. Changement de décor, le BG tente de se lever de son lit, le combat n'est pas fini. Mais Leona, Merle et surtout Amy tentent tant bien que mal de le dissuader de retourner sur le champ de bataille. Il demande où se trouve sa précieuse lance, et la sage de Papnica lui rétorque qu'elle l'a jetée pour qu'il arrête de se battre. Celui dont le QI a atteint les sommets inatteignables par le commun des mortels n'a rien écouté. Il sort malgré tout de sa chambre. Amy est dévastée. La princesse lui demande si elle l'aime, et que si c'est le cas, elle l'a juste privé de son arme, car il ira au combat malgré tout. Amy retrouve alors Yunkel sur la plage, et bien qu'elle lui demande de rester, celui-ci va évidemment refuser, et la rassurer en lui disant qu'il est immortel. La pauvre jeune femme ne comprend pas son obstination, après tout le jeune homme reste un humain comme les autres. Partir au combat sans avoir été soigné n'est que pur suicide. Yunkel repousse violemment la jeune femme qui tombe par terre, et le regarde totalement impuissante. La mise en scène de ce passage dans le manga était exceptionnelle à plusieurs égards. D'une part, les yeux de Yunkel à ce moment-là n'étaient pas visibles sur plusieurs planches, ce qui n'arrive pas souvent sur ce personnage, par qui les émotions passent bien souvent par le regard. D'autre part, un travail fabuleux avait été réalisé lors de cette scène, dans laquelle le départ de Yunkel était présenté dans le regard de la jeune femme. Le guerrier immortel continuait de partir lentement vers les mortes terres, qui semblaient se transformer en griffes acérées, prêtes à prendre sa vie. La direction artistique de cette page était à couper le souffle, et disposait d'un impact émotionnel incroyable. La jeune femme courait alors vers le fier guerrier, et le suppliait de ne pas partir. C'était un véritable challenge d'adapter l'intensité de cette scène et l'équipe a fait un travail remarquable. Ici, la vision de la jeune femme se floute pour marquer son statut de spectatrice, alors qu'elle voudrait tant retenir le jeune garçon. L'épisode change alors de format d'affichage pour passer en letterbox et nous proposer une version intimiste de la relation entre Amy et Yunkel. La jeune sage enlace le guerrier immortel et lui confie son amour. C'est la première fois dans Dai no Daiboken qu'un personnage avoue ses sentiments amoureux pour un autre protagoniste de façon aussi explicite. Dans le manga, le regard de Yunkel restait pourtant impassible après cette déclaration. Amy ne peut plus supporter voir Yunkel être anéanti à chaque combat. La scène prend alors son temps, et la colorimétrie est magnifique, tandis que les seiyuu nous offrent une prestation des plus convaincantes. Le BG va alors confier à la jeune femme les tourments qu'il subit. Il lui est impossible d'oublier son passé, et la culpabilité le ronge chaque jour au plus profond de son âme. Et c'est en risquant sa vie qu'il arrive à oublier cette peine. Ce n'est que durant les combats que la douleur s'estompe. C'est donc cela le sens de sa vie. Racheter ses fautes en servant la justice. La lance de Larart apparaît, alors qu'Amy l'avait cachée au fond de la forêt en longeant le château. La pauvre jeune femme comprend alors qu'elle ne peut rien faire pour convaincre Yunkel. Pourtant, et comme le jeune homme lui en fera part, elle est la seule à qui il aura confié les plaies de son cœur. Et le design de Yunkel est magnifique, et nous offre un plan superbe qui ravira les fans du beau gosse immortel. Et bien que le visage du BG ne soit pas toujours dans le ton du manga, avec le visage de cette adaptation le rendant un peu plus jeune, ce plan final est exquis. Le guerrier part alors en direction des mortes terres, laissant la pauvre Amy agenouillée et effondrée. La scène était poignante dans le manga et aura forcément marqué ses lecteurs. Elle représente la quintessence du personnage de Yunkel, qui explique avec ses propres mots son comportement suicidaire. Pourquoi il utilise son corps comme un bouclier? Pourquoi est-il à ce point tourmenté par ses actes odieux? L'équipe a fait un travail formidable à tous les niveaux et a probablement provoqué des frissons à bien d'entre nous. Juste un grand bravo. On retourne du côté de Dai et Baran, et les chevaliers doivent faire face aux fous. Le combat est original car Fenbren a perdu la vue, et n'a pas souhaité une guérison pour entretenir sa haine contre ses adversaires. Les yeux meurtris de Fenbren prennent alors une teinte rougeâtre afin de refléter la fureur de son âme. À l'évocation du souvenir de son humiliation, son aura reprend cette teinte pour nous proposer un plan du plus bel effet. Son seiyuu a fait un travail formidable, et la direction artistique du manga est sublimée. Ainsi le fou est extrêmement fidèle, et cette adaptation fera plaisir aux amateurs du personnage. Ce n'est peut-être pas par hasard si Fenbren est l'adversaire de Baran, quand on songe à la folie de ce dernier jadis. Et pourtant, bien que face au chevalier, le fou n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Dans le manga, le chevalier dragon s'adressait directement à son adversaire pour lui dire qu'il allait en finir avec lui, tandis qu'ici il ne fait que le penser. Fenbren sait néanmoins à qui il a affaire, et va utiliser plusieurs de ses bottes secrètes. Il va tout d'abord utiliser le sort de vent le plus puissant, Baggy Cross, mais dans l'eau. Un choix étonnant, car il sera également sous l'effet de cette attaque. La scène est efficace et reprend très bien les planches de base, notamment les lueurs qui apparaissent autour de cet adversaire lorsqu'il prépare sa magie. L'effet du sortilège était exceptionnel dans le manga, avec des effets de vitesse et de pression que l'on pouvait ressentir à travers les pages. Cette sensation a bien été adaptée et n'a pas à rougir de la comparaison. Sous l'effet de cette tornade, Baran perd son arme. Dans le manga, une case nous présentait Fenbren sous fond noir qui sentait que l'épée s'était éloignée du signal vital du chevalier dragon.
Alors que dans cet épisode, les différentes pièces de Recalc sont présentées graphiquement comme avec un radar, et nous permettent de comprendre ce que le fou ressent. Tout est minutieusement pensé de la part de Fenbren, et il utilise son attaque ultime, le vrille double lame, pour combler la pression du vent exercée par son sort. On connaissait cette attaque sous le nom Twin Sword Pining, qui était également utilisée dans la traduction Tonkam. Avec cette technique, le fou ressemble à un marlin bleu d'Atlantique, et on se dit que son design a été pensé dès le départ pour cette technique sous-marine. En tout cas, ce serait guère étonnant vu les coups avancés qu'a Riku Sanjo sur ses lecteurs. L'épisode se termine tandis que Fenbren s'apprête à embrocher Baran, avec un superbe plan crayonné, faisant penser aux harmonies celles de fin d'épisode durant les années 90. Une fin qui tient le spectateur en suspense. Contre toute attente, le chevalier dragon risque d'être tué avant même de croiser le fer avec le dieu du mal. Mais que va-t-il se passer la semaine prochaine ? La série continue de nous régaler avec un épisode très réussi. Le personnage de Baran a été bien traité, avec des plans saisissants sur son regard plein de douceur envers Dai. La planche avec la mère de Dai dans le ciel aura probablement fait vibrer bien des fans, et a pu reprendre avec fidélité les intentions du matériel d'origine. Fenbren a aussi eu droit à son moment de gloire, et toute sa fureur a été adaptée avec brio, notamment par l'utilisation de teintes rougeâtres sur son aura. Quelques éléments humoristiques ont également été bien intégrés, à l'image de la grosse mandale de Mam sur notre pauvre Pop, et les clins d'œil autour de la barre de statue propre au Dragon Quest. Les stars de l'épisode restent bien sûr Amy et Yunkel avec leurs discussions poignantes. La magnifique scène sur la plage a été adaptée avec une grande justesse, et toute l'émotion du manga a été délivrée. Que cela soit par la mise en scène efficace, ou le travail remarquable des seiyuu. Le guerrier immortel a enfin pu poser des mots sur les plaies de son cœur. Il nous explique enfin les raisons de sa recherche suicidaire et de rédemption à tout prix. Le format letterbox choisi dans cette adaptation aura peut-être surpris quelques-uns, mais c'est une excellente idée pour faire honneur au travail d'écriture exquis de Riku Sanjo. Il va maintenant être temps de passer à l'assaut contre Vern, et nous sommes pressés de découvrir l'adaptation des prochains combats à venir qui vont être titanesques. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Cette 52e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez bien soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.